rouge, il est fonctionnel. Et cette morphologie ou cette conformation du globule rouge, elle est maintenue grâce à ce qu'on appelle le cytosquelette du globule rouge. Le cytosquelette, elle est formé par ces fibres ou ces molécules d'actine, ici, l'actine, les boules jaunes, et ce qu'on appelle les spectrines, alpha et bêta. C'est l'ossature du globule rouge. Bien sûr, puisque c'est lui qui est responsable du maintien de cette morphologie, elle est connectée avec certaines protéines à la membrane cytoplasmique, ici protéine 4.1. Bien sûr, on a même dans la membrane cytoplasmique, on a ce qu'on appelle la protéine 3. Elle est connectée avec le cytosquelette par ces molécules d'ankyérine. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a des maladies ou des pathologies qui touchent ces molécules et par conséquent, on aura changement de la morphologie du globule rouge. On a des maladies constitutionnelles sont caractérisées par le déficit parfois de certaines molécules et les conséquences, c'est on a un changement soit du maintien de cytosquelette à la membrane cytoplasmique ou parfois on a l'absence de cette molécule dans la membrane cytoplasmique. Bref, les conséquences sont un changement de morphologie du globule rouge. Qui dit changement de la morphologie du globule rouge dit globule rouge qui est une forme qui est anormale et on a des conséquences fonctionnelles issues de ce déficit ou ce manque de ces molécules. D'accord? Par exemple, on a ce qu'on appelle une maladie qui s'appelle la sphérocytose. La sphérocytose, c'est une maladie qui est due à un changement de la composition de la membrane cytoplasmique. Et par conséquent, au lieu d'avoir des globules rouges biconcaves, on aura des globules rouges qui prennent l'aspect de sphérocytes, comme un ballon. D'accord? On a dit que c'est un sac membrane cytoplasmique, dans lequel on a les molécules de l'hémoglobine. On va voir plus de détails la structure de l'hémoglobine, mais vous savez tous que l'hémoglobine, il a une partie qui est protéique, ce sont les globules, et on a des chaînes alpha ou des chaînes bêta, et pour chaque globine, elle est attachée à une molécule qui est l'hème. Et l'hème, c'est la molécule dans laquelle il greffe l'atome du fer, qui est responsable de la couleur rouge du globule rouge. Alors pour que la cellule, le globule rouge ou l'hématie, il assure sa fonction, il doit avoir, quand même un réservoir d'énergie. C'est pour ça qu'on a les globules rouges et là des enzymes érythrocytaires. Il existe beaucoup, mais les plus importants, je vais citer deux qui sont très importants. Donc bien sûr, le maintien de la génération de l'énergie pour les globules rouges, mais aussi ils sont le siège de certaines pathologies. Alors certaines pathologies ils sont caractérisées par le déficit de certains enzymes érythrocytaires, par exemple la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Vous connaissez ça? La glucose, vous l'avez vu ça au cours de métabolisme des glucides, la glucose 6-phosphate déshydrogénase, et aussi on a des pathologies caractérisées par le déficit en pyruvate kinase. Alors qu'est-ce qu'ils font ces enzymes? Ils assurent, l'énergie pour le fonctionnement du globule rouge. Le fonctionnement et bien sûr même cette conformation, la morphologie du globule rouge, on doit dépenser de l'énergie pour la maintenir. Et c'est fait, il est assuré par ces enzymes. Alors, on peut comprendre, c'est que si on a un dysfonctionnement de ces enzymes, ou on n'a pas ces enzymes, on aura des conséquences sur la morphologie, sur l'intégrité du milieu intérieur du globule rouge, et on aura les conséquences après. Alors, le maintien de l'intégrité, bien sûr, on a grâce à ces enzymes. Bien sûr, on arrive à avoir, un bon fonctionnement du globule rouge. Et bien sûr, ça d'une façon très générale, surtout, on arrive à faire un équilibre entre le milieu intérieur du globule rouge et le milieu extérieur. Bien sûr, pour assurer le fonctionnement
Fe2+. Le Fe2+, c'est l'état, je dirais, oxydatif du oxygène, et bien sûr même pour même le maintien de ces enzymes. Et même, on aura autre chose, c'est que, puisque le globule rouge, il assure la fonction du transport de l'oxygène, en fait, au niveau du poumon, votre attention s'il vous plaît, au niveau du poumon, qu'est-ce qu'il fait le globule rouge? Au niveau du poumon, qu'est-ce qu'il fait le globule rouge? Au niveau des alvéoles, il fixe l'oxygène, n'est-ce pas? Et au niveau des tissus, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. C'est-à-dire, on a un changement d'affinité de l'hémoglobine vis-à-vis la molécule de l'oxygène. Alors, au niveau du poumon, est-ce qu'on doit avoir une forte affinité ou une faible affinité? Pour tout le monde, c'est forte affinité. Pour qu'on puisse fixer de l'oxygène, on doit avoir une forte affinité. Et au niveau du tissu, pour libérer de l'oxygène, est-ce qu'on doit avoir une forte affinité ou une baisse affinité? Alors, quelle est la molécule qui régularise cette forte faible? C'est le 2,3-diphosphoglycérate. Et c'est un métabolite. Et on a, bon, je crois dans le schéma, voilà, je dirais dans les voies métaboliques, on a la synthèse de cette molécule qui permet de réguler l'affinité de l'hémoglobine vis-à-vis de l'oxygène. Juste pour vous dire que, bien sûr, le globule rouge il a une structure qui est simple, mais bien sûr, il est tellement bon, il contient les éléments nécessaires pour que le globule rouge assure sa fonction, tout simplement. Globule rouge, la morphologie, la membrane, les hémoglobines et les enzymes. Maintenant, on va aborder la notion de la régulation. On va commencer par les facteurs hématopoïétiques de croissance hématopoïétique, surtout c'est l'érythropoïétine, sécrétée à 90% par le rein, mais quand même on a une quantité sécrétée par le foie. Et on a dit que l'érythropoïétine, alors elle est classée parmi quel type de facteurs hématopoïétiques? De promotion, multipotent ou restreint? Restreint, elle est restreint à la ligne érythroblastique. Alors, les facteurs de croissance restreints, ils assurent la maturation des précurseurs. C'est-à-dire, c'est lui qui va assurer je dirais, la maturation de pro-érythroblastes vers le érythroblaste basophile, puis après polychromatophile, acidophile. C'est grâce à cette molécule qu'on aura la succession ou je dirais, le développement dans la maturation. Mais aussi, on a un problème où on a d'autres facteurs, d'autres hormones qui influencent sur l'érythropoïèse. On a les androgènes. On peut expliquer par ça, les androgènes, pourquoi le taux d'hémoglobine chez les hommes il est supérieur par rapport aux femmes. Même on a d'autres choses. Bon, c'est pas seulement parce que le taux d'hémoglobine varie, parce que même chez la femme, on a cette notion de menstruation. Mais les androgènes, ils ont un effet qui est positif sur l'érythropoïèse. Et vous connaissez tous que l'érythropoïétine, c'est parmi les molécules ou les dopants. Ce qu'on a les dopages, et parfois ils utilisent l'érythropoïèse pour augmenter la synthèse de l'érythropoïétine. Et bien sûr, elle est aussi utilisée comme médicament, comme j'ai dit, pour les insuffisants rénaux, parce que le rein n'est plus fonctionnel, ne peut plus synthétiser cette hormone qui a son effet positif sur l'érythropoïèse. Alors, on a les androgènes, on a aussi les hormones thyroïdiens. Alors, votre collègue, hier, il m'a demandé si on a un problème endocrinien ou... Bon, il y avait une question dans ce sens. Bien sûr, si on a l'hypothyroïdie, on a des conséquences sur l'érythropoïèse, tout simplement. Aussi, si on a des éléments qui donnent une action positive sur l'érythropoïèse, on a des inhibiteurs. Alors, je cite ici les cytokines de l'inflammation. Les cytokines de l'inflammation, ils influencent sur l'érythropoïèse en inhibant cette érythropoïèse. Et on connaît ce qu'on appelle l'anémie inflammatoire.
l'anémie inflammatoire. Dans certaines circonstances inflammatoires, voilà, on a la sécrétion de cytokines qui influence d'une façon négative sur l'érythropoïèse et il donne ce qu'on appelle l'anémie inflammatoire. L'anémie inflammatoire. Bien sûr, il y a d'autres, le TNF-alpha ou le TGF bêta, toutes ces molécules, ils ont une action négative sur l'érythropoïèse. Alors, comme ça, on a bouclé cette notion de compartiment cellulaire pour la lignée érythroblastique. Alors, maintenant, on a connu l'érythropoïèse. Alors, quels sont les moyens pour évaluer ou pour étudier cette érythropoïèse? Alors, on a plusieurs moyens pour nous, pour cette année. Bon, cette année surtout, le moyen qu'on va un petit peu détailler, c'est ce qu'on appelle l'hémogramme. L'hémogramme, c'est un moyen pour évaluer l'érythropoïèse. Alors, comme j'ai dit que l'hémogramme, c'est une étude qualitative et quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, puisqu'on parle de l'érythropoïèse, nous allons focaliser notre attention sur la lignée érythroblastique. Et on va voir quels sont l'hémogramme pour la lignée érythroblastique, quels sont les paramètres qu'on va avoir dans l'hémogramme. D'accord ?